Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Paris-Île-de-France. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une heure. Nous sommes le 28 novembre et dans 8 jours, on va voter pour les élections régionales. Premier tour le 6 décembre. Un vote dans un pays meurtri, encore traumatisé. Autour de cette table des candidats, nous allons vous les présenter. Puis à mes côtés, Daïk Odoui. Bonjour Daïk. Bonjour Sébastien. C'est vrai que c'est pas évident de parler de politique régionale à ce moment-là. Est-ce que les Franciliens ont envie d'entendre parler de politique? Est-ce que les propositions régionales centrées sur le quotidien ne sont pas en décalage avec les enjeux du moment? Et comment répondre aux besoins de protection exprimés par les habitants alors que la sécurité n'est pas une compétence première de la région? Alors on parlera sécurité, mais pas seulement évidemment. Oui, parce que les Franciliens ont aussi une autre préoccupation, c'est l'emploi. Et là, l'aide à l'activité économique est une compétence historique de la région. Et nous verrons avec vous s'il faut augmenter le montant des aides ou au contraire s'il faut mieux les cibler pour les rendre plus efficaces. Enfin, à la veille de la COP21, la conférence climat, nous verrons quelle part peut prendre la région pour la baisse du réchauffement climatique. Mais avant cela, nous allons revenir sur cette image poignante. C'était hier à l'hôtel des Invalides. Jean-Jacques Amiot, 68 ans. Armel Antisévic Pumir, 46 ans. Anne-Laure Aruebo, 36 ans. 130 victimes et autant de prénoms, de noms de famille et d'âges égrenés devant les élus de la République. Tous forcément marqués, une émotion qui a dépassé tous les clivages, qui a saisi tous les Français depuis cette terrible nuit du 13 novembre. Un moment d'unité nationale dans le prolongement de ce traumatisme qui a seulement 2 semaines. Thierry Solaire sur ce plateau, bonjour. Vous êtes tête de liste Les Républicains dans le département des Hauts-de-Seine. Forcément, c'est compliqué d'aller sur les marchés et de faire campagne à ce moment-là. Non mais la France a été frappée il y a maintenant 2 semaines par des attentats qui n'avaient jamais eu lieu sur le territoire national, aussi fortement en tout cas. Et il y a bien sûr une émotion considérable dans le pays, de la part de tous les habitants, de la part de tous les responsables politiques, quelle que soit leur couleur. Et il y a la nécessité d'apporter des réponses. Alors d'abord, il fallait trouver les mots dans cet hommage national. Moi, je veux dire que le président de la République a été très digne dans ces sujets-là. Et puis après, la politique nationale, mais également l'ensemble des acteurs publics de notre pays, les maires dans les mairies, les présidents de région demain dans les régions, doivent chacun participer à apporter des réponses concrètes et radicales pour donner à nos concitoyens les 2 choses dont ils ont besoin. 1, du développement économique pour qu'il y ait du travail dans notre pays, 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Et 2, la sécurité qui est la première des libertés. Clémentine Autain, vous êtes la tête de liste du Front de gauche en Seine-Saint-Denis. Et dans la coalition du Front de gauche, vous représentez le parti Ensemble. Même question, comment vous reprenez campagne? Comment vous abordez les citoyens à qui vous distribuez des tracts? D'ailleurs, est-ce que vous distribuez des tracts proprement régionaux? Oui, la campagne, nous avons choisi de poursuivre cette campagne. Nous sommes évidemment bouleversés par les événements. C'est un moment de très grande émotion dans le pays. Mais chacun voit bien que les réponses à apporter pour anéantir Daesh et pour protéger la population sont des réponses de nature politique. Et c'est pourquoi le débat citoyen, politique, doit reprendre ses droits. Et il n'y a pas une seule voie, il y a plusieurs choix possibles de société. Et c'est ce dont nous devons débattre avec les citoyennes et les citoyens. Et je dois dire que quand nous sommes retournés sur les marchés, quand nous parlons avec les uns et les autres, nous ressentons un très très grand besoin de parler, de discuter, de sortir de chez soi et de ne pas être dans un repli, mais au contraire dans une fraternité, dans une discussion de nature politique. Et justement, Clémentine Autain, on a un sondage qui va vous confirmer, puisque si on regarde 59% des sondés, c'est une étude Ipsos, se disent intéressés par la campagne, et c'est plus que ce qu'il y a que lors d'il y a la dernière étude, c'était il y a un mois, absolument. Jordan Bardella, vous qui êtes tête de liste pour le Front National en Seine-Saint-Denis, c'est rassurant? Oui, c'est rassurant. Alors oui et non, parce que on a ce regain, je dirais, d'intérêt des Français et des Franciliens en général pour la politique du fait des événements. Je crois que la démocratie ne doit pas plier face au terrorisme. Nous devons continuer, nous, responsables politiques, de faire campagne parce qu'il y a une véritable attente de la part de nos concitoyens et pas d'attente uniquement. Je dirais, on a vu cette période d'union où nous avons pu, sans clivage, se réunir autour de l'hommage. Mais maintenant, il va falloir passer à l'action, à une action politique. Et je pense que là, nous avons tout un spectre de propositions à proposer pour, encore une fois, anéantir l'État islamique et protéger la population française sur le territoire national. Alors Carlos da Silva, bonjour. Vous êtes la tête de liste PS dans l'Essonne. Alors vous, c'est un peu particulier parce que le PS a repris sa campagne officiellement après l'avoir suspendue que hier après-midi. Et ce week-end sur les marchés, vous allez distribuer la lettre
que Claude Barthelone a adressé aux Franciliens, où il évoque beaucoup les événements et il se met dans cette perspective. Comment vous pensez que vous allez être accueillis par la population? C'était évident pour nous qu'il fallait interrompre la campagne. D'abord, Claude Barthelone a les responsabilités que l'on sait. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale et il aurait été inconvenant, compte tenu du fait que nous dirigeons la France, d'être en campagne pour faire des propositions régionales qui sont extrêmement importantes. Vous le disiez tout à l'heure, chacun le dit, ça touche à la vie quotidienne des Franciliennes et des Franciliens et il y a un débat politique qui doit avoir lieu. Mais jusqu'à l'hommage national, nous ne souhaitions pas faire campagne. Pour autant, nous étions beaucoup sur le terrain, mais sans document, parce que beaucoup d'entre nous sommes évidemment des militants, mais des élus locaux, des élus nationaux, et nous avons été aux côtés de la population. Et ce que disait Clémentine Autain est extrêmement juste. Il y a un besoin profond de dialogue, à la fois pour comprendre ce qui s'est passé, c'est terrible, mais en même temps, on veut évidemment les causes, on veut aussi des explications, et en même temps, pour comprendre ce qui va avoir lieu. L'état d'urgence, voté par toute la représentation nationale, ou presque, et je m'en félicite. 6 députés qui ont voté. 6 députés sur 577, donc on peut dire que c'est toute la représentation nationale, et évidemment, ce qui va découler de tout cela, et la façon dont nous devons combattre l'État islamique là où il est, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, mais évidemment protéger nos concitoyennes et nos concitoyens sur le territoire national. Carlos da Silva, on le voit bien, on est quand même loin des préoccupations régionales. Autre élément de ce sondage dont je vous parlais, quand on interroge les gens sur qu'est-ce qui motivera à mettre un bulletin dans l'urne, eh bien c'est plutôt un vote national, a priori à 56% en tout cas des sondés, et c'est plus là encore que la dernière étude d'il y a un mois, hein, Daïk. Oui, Thierry Solaire, comment vous analysez cela? Est-ce que ça change le ton quand même de cette dernière semaine de campagne, cet enjeu national qui est aussi quand même un vote pour ou contre l'exécutif en place, un vote pour ou contre Daesh, entre guillemets, les réponses qu'on peut apporter, mais est-ce que ça change quand même la façon dont vous aviez envisagé de faire cette fin de campagne? On sera très loin quand même des thèmes régionaux, même si on va discuter après comment la région peut répondre à ces questions. Mais non, mais il est certain que ces attentats changent complètement la nature de la période dans laquelle nous nous trouvons. Et moi, je trouve bien que les élections régionales aient lieu à la date qui était prévue, parce que les terroristes cherchent à nous terroriser, et notre modèle culturel, c'est le modèle démocratique. On a des élections régionales. Alors, ce n'est pas la région Île-de-France qui sera en charge de la lutte contre l'État islamique, mais je crois qu'à l'occasion de ces événements, les Français doivent se rendre compte qu'il faut en France que chacun fasse bien son job. La région, elle a 3 compétences majeures. Elle a les transports. En Île-de-France, c'est considérable dans une agglomération si importante. Elle a la gestion des lycées. Et puis elle a tout le développement économique, l'emploi et l'apprentissage. Au fond, est-ce qu'il y a une liaison entre les compétences de la région? Vous dites que c'est très éloigné par rapport à la sécurité qui est un sujet très important. Moi, je ne le crois pas. Je pense que la région Île-de-France, elle doit faire de la sécurité publique une de ses priorités transversales sur l'ensemble des sujets. La sécurité pour nos lycéens dans les lycées. La sécurité dans les transports également. on va en discuter. On va en discuter dans le détail. Donc vous voyez, je crois que, voilà, bien sûr, on va pas faire, on reprend nos campagnes. On a tous arrêté les campagnes électorales et on les a reprises au lendemain du deuil national. Aujourd'hui, les gens nous parlent beaucoup de ces sujets de sécurité. Et moi, je ne veux pas avoir des candidats qui vous changeraient de ton parce que les attentats ont eu lieu. Moi, les attentats, ils m'ont frappé comme tous les Français, mais il y en avait déjà eu d'autres avant. Et nous, on n'a pas attendu ces attentats avec Valérie Pécresse pour mettre la sécurité au cœur de notre projet politique. Et je vois que ce n'est pas malheureusement le cas de Claude Barthelone. Vous voyez, les Franciliens reçoivent en ce moment, je vous réponds juste en une phrase, les Franciliens reçoivent en ce moment les professions de foi dans leur boîte aux lettres. Les professions de foi, elles ont été écrites avant les attentats. Et quand on regarde les professions de foi des uns des autres, on voit bien où sont les priorités. Claude Barthelone, sur sa profession de foi, il n'y a pas un mot dans ces 12 priorités sur la sécurité. Néanmoins, on vous donnera la parole à M. Da Silva, mais Mme Autain, vous êtes un petit peu en retard. Là-dessus, est-ce que forcément, il faut qu'il y ait de la sécurité dans les programmes? Forcément, comme dit M. Solaire, forcément, c'est le premier, en gros, premier caractère dans la profession de foi, sécurité. C'est la question de la protection de la population. Comment faire en sorte de combattre l'obscurantisme, de se protéger, bien entendu, des actes terroristes. Il y a déjà une première clé, c'est que nous avons vu que les services publics étaient indispensables pour mener cette protection. Est-ce que la logique guerrière et sécuritaire va nous protéger? Je ne le crois pas. Nous devons opposer à Daesh, à cette barbarie, plus de démocratie, plus de justice sociale, plus de services publics, plus de liberté. Et nos listes, Nos vies d'abord, proposent précisément d'aller dans ce sens. Quand je vois que Valrand Saint-Just, le candidat du Front National, nous dit qu'il faut diminuer de 30% le budget de la culture.
nous avons un profond désaccord. Nous proposons de le doubler. Nous proposons de le doubler parce qu'on pense qu'investir dans la culture et l'éducation, c'est le moyen de créer de la cohésion sociale. Donc, vous voyez, il y a des réponses qui sont différentes. La logique guerrière et sécuritaire, qui a été celle des États-Unis après l'attentat des Tours Jumelles, n'a pas produit le recul du terrorisme islamique à l'échelle internationale. Daesh n'a jamais été aussi fort. Donc, nous pensons qu'il faut une autre logique. Et une logique qui repose sur une protection, bien entendu. Encore une fois, il faut que le pôle antiterroriste puisse faire son travail, mais certainement pas en menaçant les libertés publiques. Je veux vous interpeller sur quelque chose. Vous savez que, par exemple, le Salon du livre de la jeunesse, qui a lieu dans quelques jours à Montreuil, voilà, risque d'être empêché parce que de nombreuses écoles veulent supprimer les sorties scolaires au nom de l'état d'urgence. On va en discuter dans le cours du débat. Au nom de l'état d'urgence. Voilà, on va en discuter. Il y a un sujet sur l'état d'urgence. On en discutera après. Oui. Je termine juste sur ce point. Je veux dire que la culture est très importante et que répondre à la situation ne signifie pas nuire aux libertés et à l'accès à la culture, mais bien au contraire d'investir dans tout ce qui produit de la cohésion sociale. Jordan Bardella, c'est compliqué de faire de la politique régionale dans ce contexte-là. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, à l'échelle du pays, il y a une soif sécuritaire véritable. Alors on peut apporter des réponses culturelles, mais je crois qu'aujourd'hui, la véritable Alors d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup d'entendre l'UMP nous dire que Valérie Pécresse a tenu un discours sécuritaire quand on sait que Nicolas Sarkozy a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes, qu'il a écroulé le budget de l'armée en supprimant notamment 54 000 postes dans l'armée. Et puis je crois surtout que l'UMP a perdu toute crédibilité en matière de lutte. Pardonnez-moi, je pense que l'UMP a perdu, les Républicains a perdu, même si à mon sens vous n'êtes pas plus républicain que les autres, mais je crois que l'UMP, je voudrais terminer ici. Je crois que l'UMP a perdu toute crédibilité en matière de lutte contre le terrorisme. Nicolas Sarkozy, sous son mandat, était un fervent militant de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il a notamment ouvert 11 nouveaux chapitres de négociations. Si la Turquie était aujourd'hui entrée dans l'Union européenne, comme l'a souhaité Nicolas Sarkozy, nos frontières, celles de l'Europe, seraient à 30 km de Raqqa. Toujours Je pose la réflexion. Il a ouvert 11 nouveaux chapitres de négociations. Européen qui prévoit des chapitres. Nicolas Sarkozy s'y oppose depuis le premier jour. Nicolas Sarkozy, à nombreuses reprises, quand il était président de la République, c'est loin des débats régionaux, pardon, s'est toujours opposé à ces sujets. Je pense qu'on est candidat en Vous niez Île-de-France. l'ouverture des 11 nouveaux chapitres de négociation. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un sujet européen et de l'adhésion, je vous dis juste que la France, et c'est son honneur, Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, s'est toujours opposé à ces sujets. On va donner la parole à M. Carlos da Silva. Mais juste pour terminer, je crois bien, pour terminer sur ce que disait Clémentine Autain, je pense que la réflexion elle doit être globale, effectivement. On ne peut pas faire dans la démagogie, on ne peut pas, je dirais, lutter contre le terrorisme à l'échelle de la région. On peut agir dans les transports, je pense notamment, on en parlera sans doute après, mais je crois que la réponse doit être globale. On doit déjà revoir notre politique étrangère et ensuite agir par les moyens étatiques sur le territoire national en accordant notamment plus de moyens à nos forces de sécurité. On va en discuter dans le transport, mais une dernière question à M. da Silva. M. Thierry Solaire a mis en cause Claude Barthelone en disant qu'il n'y a pas le mot sécurité dans la profession de foi. Qu'est-ce que vous lui répondez? Si vous le permettez, je vais le dire. En sachant que M. Barthelone avait parlé de sécurité lors de la présentation de son programme, je tiens à le dire quand même. Je vais dire à M. Solaire et à M. Bardella, avec le respect du débat qui convient, que ce qu'il y a comme exigence là, dans les discussions qu'on a avec les habitantes et les habitants, c'est évidemment de regarder la situation telle qu'elle est, mais aussi d'éviter de s'envoyer des choses à la figure, parce qu'effectivement, moi aussi, je pourrais revenir sur la baisse des chiffres de la police de Nicolas Sarkozy. Je pourrais aussi dire à M. Bardella que ces parlementaires refusent le fichier européen sur ceux qui prennent l'avion, ou alors qu'ils ont voté contre la loi renseignement à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut mener le débat au niveau où il doit être. Donc, Monsieur Solaire, je vous le rappelle, vous n'étiez pas au meeting de Créteil, de lancement de la campagne de Nicolas Sarkozy, et je le comprends aisément, mais c'est le premier sujet qui a été abordé par Claude Barthelone, par la campagne de Claude Barthelone. Pourquoi ce sujet a été abordé? D'abord sous l'angle de la sécurité dans les transports et de la sécurité des femmes dans les transports. Donc ne nous faisons pas de faux procès d'intention. Mais je vous suggère, je vous renvoie, Monsieur Solaire, Monsieur Solaire, voilà, vous l'avez, je vous le laisserai en partant. Est-ce que c'est vrai que dans la profession de foi, il n'y a pas un mot de sécurité? La sécurité est un objet transversal. C'est le premier objet qui a été abordé par Monsieur Barthelone, par Claude Barthelone, lors de son
Premier meeting, et donc je rassure M. Solaire, Pas un mot c'est dans les une engagements. priorité. Et je vous laisserai Non. le projet en partant, M. Vous Solaire, pouvez juste pour que l'expliquer, vous puissiez pardonnez-moi, le parce que c'est lire. quand même instructif. Non, on va C'est- continuer parce les qu'on va mots, parler c'est de la intéressant. sécurité. On va en parler tout de Tous suite, les M. fonctionnaires Solaire. reçoivent ça, 12 on va engagements, en parler. pas un mot On va sur en la parler, sécurité. je vous rassure, M. Solaire. Ça Nous montre allons- bien Juste les de choses sont revenir claires. de façon très concrète à ce qui a changé depuis le 13 novembre pour les gens qui habitent cette région et qui nous regardent, un avant, un après. L'état d'urgence est donc en place, il est en place jusqu'à la fin du mois de février. Qu'est-ce que ça change dans notre façon de vivre et dans notre ressenti? Reportage de Fernando Malverde. D'une manière ou d'une autre, l'onde de choc des attentats a eu un effet sur tout le monde. Il y a bien sûr l'impact émotionnel et une inquiétude sourde sur les événements à venir. J'espère que les gens auront suffisamment de cœur pour ne pas tomber dans le... Je voudrais que les gens soient unis. Depuis la mise en place de l'état d'urgence et l'omniprésence des mesures de sécurité, de nouvelles contraintes pèsent sur la vie quotidienne. Dans le même temps, les interdictions de rassemblement ou de manifestation commencent à être contestées. Les manifestations commerciales sont autorisées, tous les marchés de Noël, les manifestations artistiques aussi, on pense au cirque, toutes les initiatives pour les enfants, etc. la veille de Noël sont permises. Bon, et nous ne pouvons pas manifester. Des chômeurs ne peuvent pas manifester, ni les salariés, ni les mal logés, ou des personnes solidaires, des réfugiés. Donc il y a un problème quand même de liberté d'expression qui se pose aujourd'hui. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Pour les franciliens, c'est la sécurité dans les transports en commun qui est la première exigence. La peur des attentats a provoqué quelques bouchons spectaculaires et une chute de fréquentation du métro de 10%. Tout le monde a peur. On ne se sent pas en sécurité. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance dans le métro assez spéciale. Certains réclament aujourd'hui la fouille des passagers dans les gares ou des portiques de sécurité sur les grands axes ferroviaires. Depuis les attentats, la vigilance sur le recrutement des agents de sécurité de la RATP a été renforcée. Il faudra beaucoup de temps et d'efforts pour rétablir la confiance. La sécurité, en tout cas, est une préoccupation majeure des franciliens. Ils le répètent aussi dans les sondages. Ce thème vient parmi les plus cités et c'est là aussi une tendance en augmentation. Daïk, sauf que la sécurité n'est pas une compétence de la région. Non, c'est pas évidemment la région qui décide de l'établissement de l'état d'urgence sur son territoire. C'est pas elle qui gère les forces de police ou les forces militaires, mais néanmoins, elle peut financer des projets à vocation sécuritaire et elle a le droit de regard dans deux domaines, la sécurité dans les transports et aussi aux abords ou dans les lycées. Et dans ce dernier cas, il y a peut-être aussi des actions pédagogiques à envisager, peut-être pour lutter contre la radicalisation. Alors Jordan Bardella, cet état d'urgence il est en place jusqu'à la fin du mois de février. Ça veut dire que les exécutifs régionaux qui seront élus au sortir de ces élections, ils vont devoir faire avec. Ça change quelque chose dans la façon d'appréhender les premiers temps, en tout cas de l'exercice? Je vais vous dire, nous, si nous sommes élus à la tête de la région Île-de-France dans quelques jours, nous mettrons en place... déjà, je pense que la sécurité est une question de volonté politique. Nous avons une mesure très concrète, l'une qui consiste, je dirais, à généraliser la vidéosurveillance. Ça a déjà été fait, mais insuffisamment. Nous voulons vraiment globaliser la vidéosurveillance. Je pense que d'ailleurs, on peut se retrouver sur cette thématique. Et puis, nous souhaitons également placer 2 agents dotés de prérogatives judiciaires, 2 agents armés de surveillance en permanence dans les 381 gares de la région. Agents, c'est des policiers ou c'est la sécurité de la RATP et la SNCF? C'est le sujet, le GPSR. Bon. Voilà. Et c'est pas vous qui les embauchez, Maintenant, je voudrais faire une remarque sur cette question de la RATP. On a vu cette semaine dans l'actualité que la RATP était confrontée à des problèmes de communautarisme et d'islamisme radical. Je pense que c'est une chose qui doit être dénoncée parce que, encore une fois, la sécurité des franciliens si vous voulez bien, Jordan, est en jeu. On fait en 2 temps le débat. On fait d'abord les mesures de sécurité physique dans les transports. Après, on va évoquer la question de la radicalisation, si vous voulez bien. Donc poursuivez sur l'enjeu de la sécurité. Quand vous avez des agents de la RATP qui sont radicalisés et potentiellement dangereux, je pense que ça concerne la sécurité dans les transports. C'est pour ça qu'on a choisi d'y revenir plus longuement tout à l'heure. Ouais. Mais je vous dis, nous, 2 mesures très concrètes, là où la région doit agir sur la sécurité partout où elle le peut, en augmentant notamment l'enveloppe. Je vous dis sur la vidéosurveillance et en plaçant 2 agents armés dotés de prérogatives judiciaires en permanence dans les 381 gares de la région, qui est une mesure, j'en terminerai là-dessus, qui permet aussi de lutter contre la fraude et qui s'autofinancent. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois dans une station du RERB et qui nous dit qu'en fait, avec 4 heures de présence d'agents armés, la vente de billets a augmenté de 88%. Bon.
Clémentine Autain, c'est une bonne idée, ça, des agents armés? Ce que nous proposons, c'est de mettre le paquet sur l'humain. Nous avons besoin, dans les transports publics, de davantage de présence humaine. Cela participe du sentiment de sécurité et de la sécurisation véritable de nos vies dans ces moments qui sont des moments de transport. Alors concrètement, vous embauchez, c'est ça? Très concrètement, nous proposons d'embaucher 10 000 personnes, 5 000 conducteurs, 2 000 personnes pour la maintenance et 3 000 personnes justement pour accompagner et être présents sur nos... Et la différence peut-être avec M. Bardella, c'est que quand vous dites présence, ce n'est pas forcément une présence armée, c'est une présence humaine. Ce n'est pas forcément une présence armée, et je veux dire une autre chose importante, c'est que nous sommes dans un moment où il faut faire attention aux amalgames. Tout musulman n'est pas un intégriste et un djihadiste en puissance. C'est important de le souligner, et dans le moment que nous traversons, il faut le répéter et le dire, tenir tous les bouts. De la même manière, un fraudeur, comme l'insinuait Mme Pécresse, n'est pas un djihadiste en puissance. Alors, j'étais au meeting, juste très attention. Ça a été un raccourci fait par une journaliste. Quand Très vous bien. regardez la vidéo, ce n'est pas le sens de la phrase de Valérie Pécresse. Je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas... Vous colportez des choses fausses. Je ne veux pas faire. Valérie Pécresse est là. Je veux juste dire qu'il y a un climat dans notre pays sur lequel il faut être très attentif. Vous savez, pour être dans une filière où, à froid, on peut tuer des gens avec des mitraillettes et se tuer soi-même, c'est pas simplement un problème d'être un peu trop musulman, un peu trop religieux. On est dans autre chose. Donc je ne crois pas que la voie qui consisterait à une surveillance généralisée à tout bout de champ permettrait de nous protéger. Je voudrais rappeler que l'un des djihadistes qui a tué ce vendredi 13 novembre a passé 4 contrôles de papier en venant de la Belgique. Bon, il a passé les filtres. Donc vous pouvez, ce que je veux juste vous dire, c'est que vous pouvez contrôler, fliquer tout le monde, c'est pas pour autant que vous arriverez à atteindre les filières djihadistes. Donc il faut être raisonnable, rationnel et dire la vérité. La vérité, c'est qu'il faut investir dans l'humain, dans la cohésion sociale et dans le pôle qui permet de suivre ceux qui sont en voie de radicalisation dangereuse. Carlos da Silva, si vous arrivez au pouvoir en décembre et en janvier, quelle est la première mesure de sécurité que vous prendrez? D'abord, je crois qu'il ne faut pas prendre les Franciliennes et les Franciliens pour des zozos. Ils savent, et vous l'avez dit, et je vous en remercie, quelles sont les compétences de la région. Donc nous, là-dessus, on a un projet extrêmement clair. Aujourd'hui, il y a de la vidéosurveillance dans un certain nombre de bus, de métros, de tramways. Il faut évidemment la généraliser. Aujourd'hui, il y a 122 médiateurs. C'était prévu pour qu'il y en ait 200 l'an prochain. Il faut évidemment augmenter ce nombre de médiateurs. Aujourd'hui, il y a 1000. Qu'est-ce qu'il peut faire contre un homme armé qui rentre dans un bus? Laissez-moi, c'est une Question proposition. Il y a 1550 agents armés. Il faut évidemment que ça devienne une police des transports pleine et entière et renforcer ses effectifs. Et enfin, sur la question du transport, notamment en soirée et notamment pour celles de nos concitoyennes qui ont à prendre les transports en commun, nous avons tout un ensemble de mesures, à la fois l'arrêt au plus près du domicile, à la fois la géolocalisation, qui doivent permettre aux femmes de prendre les transports en sécurité. Donc il y a tout un ensemble de batteries de mesures qui, pour une part, il faut dire les choses comme elles sont déjà en cours, mais qu'il faut évidemment renforcer et accélérer le renforcement et demander à l'État de prendre davantage de responsabilités. Ça tombe bien, puisque le président de la République a dit qu'il allait augmenter le nombre de policiers et de gendarmes. Il faut qu'une part de cette augmentation, en disant la vérité aussi aux Françaises et aux Français, il faut les recruter, il faut les former, et bien soit affectée à la police des transports en question. Est-ce que vous allez changer votre politique pénale, monsieur da Silva? Mais monsieur Bardella, il s'agit là, là, j'en suis désolé, ça fait 17 ans que vous êtes aux commandes de la région. Il s'agit là... Mais la région ne décide pas des conséquences pénales. Je vous offrirai un code pénal. La région Île-de-France n'est pas en responsabilité de la politique pénale. Même question pour tout le monde. Voilà, concrètement, on arrive au malaise, on fait quoi? Nous, on a fait avec Valérie Pécresse des propositions très concrètes, pas depuis 15 jours les attentats, depuis le début de la campagne. Oui, sur les sujets de la que sécurité. tous les partis ont des propositions de sécurité qui existaient avant les attentats. Et vous adaptez vos propositions par rapport justement, à la nous, on n'a pas réponse aux besoin de les attentats, adapter. Et encore une fois, c'est signifiant de voir que Claude Barthelone, ça ne faisait pas partie de ses priorités. Valérie Pécresse est depuis dans l'opposition depuis 5 ans au niveau régional. Qu'est-ce qu'elle réclame depuis des années et des années? Elle réclame qu'on lutte contre la faute dans les transports. Elle réclame qu'on développe la vidéosurveillance pour que la sécurité de nos concitoyens... Non, elle n'y est pas. Écoutez, si les gens qui nous
nous écoutent se sentent tous 70% en des sécurité bus, dans les Franciliens. 70% Ce n'est des pas vrai. tramways. Aujourd'hui, on Mais est Pécresse, elle veut 100% pour la Valérie Pécresse, vidéosurveillance. bien sûr, 100% Mais pour la nous voulons vidéosurveillance, tous 100%. mais elle veut surtout Après, c'est qu'on le dégage délai, des marges de bien sûr. manœuvre pour faire de la sécurité une priorité sur notre réseau de transport. Une rénovation du matériel roulant et la sécurisation de nos transports en commun. Elle a fait d'ailleurs en tant que parlementaire une proposition à l'Assemblée nationale pour lutter contre la fraude, parce que ce taux de fraude est hallucinant et ça participe d'un sentiment de non-gestion globale du réseau. Et elle, c'est avec Qu'est-ce la- qu'ils ont fait, le gouvernement? Ils l'ont refusé en le stigmatisant. Elle a fait pareil en matière de sécurité dans les lycées. Elle a voulu généraliser sur les sujets liés à la drogue. La généralisation des tests salivaires, par exemple. dans les trucs. Mais ça coûte Qu'est-ce qu'on a- énormément d'argent, Non, mais- ça. mais vous savez, il y a toujours les socialistes, c'est pas possible, ça coûte cher, il faut rien faire. Mais écoutez, si on reste sur ce constat-là et que les transports continuent à être insécures et que nos enfants en France sont ceux en Europe de l'Ouest qui sont le plus consommateurs de stupéfiants, eh bien, écoutez, on ne fait rien, c'est pas la peine de se présenter si c'est pour rien faire. Nous, on veut généraliser les tests salivaires dans les lycées parce et on communiquera les résultats des aux mineurs, parents, du coup, pour les mineurs, bien sûr, dans les lycées, et on transmettra les résultats aux parents parce qu'il faut lutter contre ce fléau. Vous voyez, au fond, ce laxisme permanent à tous les étages, parce que l'État n'assume pas ses missions régaliennes, parce que les régions ne font pas leur boulot et dilapident de l'argent dans tous les sujets, c'est ça qu'on veut faire. Et moi, Valérie Pécresse, elle a un programme cohérent sur 3 parties et elle mettra la priorité pour que la région fasse bien son job. Quand vous allez dans n'importe quelle capitale européenne et que vous prenez, quand vous sortez de l'aéroport, le train de banlieue pour aller dans la ville principale, vous n'avez pas du tout la même sensation que quand vous êtes sur les réseaux franciliens. Ça ne peut plus durer et c'est la priorité qu'elle a donnée. Oui, Et je voudrais ensuite, c'est réagir. M. Bardella qui en Oui, tire nous avons le retard de temps de parole. une proposition contre la fraude très, très immédiate, c'est la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans, puis la gratuité bien, pour ça. les moins de 25 ans et la gratuité pour les chômeurs et ceux qui sont défavorisés. C'est la gratuité Voilà. pour tout le monde, oui. Ou Comment à est-ce terme, qu'on je finance pense que Comment la est-ce qu'on terme, finance précisément, c'est la question sur laquelle je voulais intervenir. C'est que si on veut mener ce travail à bien, il faut sortir de la logique de la Mais si tout réduction. le monde est gratuit, qui paye à Je la peux fin terminer Mais qui paye à la fin Non, mais c'est si vous intéressant de m'écoutez, savoir. je vais vous le dire. Dites-moi alors. Détendez-vous, vous allez voir, Je ça va suis bien très se passer. détendu. Donc, J'attends avec intérêt. donc vous êtes tous, il n'y a pas toutes cette voix, vous êtes tous les trois favorables à la réduction des dépenses publiques. Nous sommes la seule liste à dire qu'il faut accroître la dépense publique. L'austérité est partagée par vos 3 partis. Tout le monde pense qu'il faut rester dans ce cadre. Ne faites pas de lien entre Et la le dépense cadre- publique et le taux Attendez, de on ne chômage. parle pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vous allez On voir parle pas si tous je en peux même temps. terminer mon Clémentine propos. veut terminer et après, M. Attention Bardella. au temps de parole Ça qui file, hein. permettra aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de comprendre la dépense. réalité de nos On va avoir de la désaccords. dépense publique. Voilà. Donc je pense qu'il faut augmenter la dépense publique et que c'est possible. À l'échelle régionale, nous avons des Ça, je vous mannes fais confiance. qui sont considérables. Oui. Pour Des augmenter- choses pour auxquelles. augmenter la oui, dépense, je vous fais confiance. Oui, la taxe ISF par exemple. Très vite, hein, Moi je Clémentine suis pour Autain. toucher à la taxe ISF. Et c'est 3 milliards d'euros en Ile-de-France. Si on l'augmente de 25%, on va gagner beaucoup d'argent. Je Oui, suis mais par l'ISF, exemple. il n'est pas géré par la région, l'ISF. Oui, mais c'est La une- région n'a pas de levier sur sa fiscalité, ou très petit. La région a au moins, et je veux venir sur, sur la région, ces leviers, les entreprises sur lesquelles nous finançons sans aucun critère. Alors ça, nous en Si parlons, on finance, nous en parlons en aurons de deuxième l'argent. partie. Si nous allons également sur les 1,7 milliard que nous doit l'État, nous les prenons. Si nous taxons 1% des 571 milliards qui dorment dans les banques, nous allons Mais vous êtes au pouvoir dans la avoir région beaucoup depuis d'argent. 7 ans, la gauche, Si nous multiplions par Pourquoi 10, vous n'avez pas changé tout ça si nous Clémentine multiplions, Autain, je vous termine, allez laissez-moi terminer parce que terminer. vous ne pourrez plus parler après. Si nous multiplions par 10 la taxe sur les logements vacants, ça c'est de la compétence régionale, nous allons gagner beaucoup d'argent. Donc nous sommes Donc les votre seuls à projet, c'est dire... multiplier par 10 les Alors, taxes. attendez. Ah oui, c'est bien. Notre projet, C'est éclairant pour les gens qui nous écoutent. Vous serez allés au second c'est de tour avec M. réduire les Barthelone. inégalités. Et votre projet, c'est d'augmenter les On va en taxes. discuter dans le projet- débat sur notre l'activité. projet- Clémentine Autain, C'est très on va clair. donner... c'est de lutter Vous avez contre les beaucoup parlé, inégalités, de on a prendre l'argent compris. où Ça il fait est, 17 on ans, vous- redistribue. Clé- Vous êtes au pouvoir à la région. Clémentine Autain, Thierry Solaire, on va revenir à M. Bardella, qui tout à l'heure vous avez évoqué la question La des déradicalisation. salariés de la RATP qui a éventuellement été fiché S. Comment on peut lutter contre la radicalisation? Comment la région peut lutter contre la radicalisation ou des soupçons supposés de radicalisation? Je vais vous répondre. Maintenant, permettez-moi une petite parenthèse. Alors, vos échanges verbaux sont quand même assez fantastiques. Vous nous parlez de gratuité dans les transports. Je rappelle quand même que Valérie Pécresse a voté la réduction des transports aux clandestins, a voté une réduction de 75% des tarifs, des tarifications sociales pour les clandestins. Donc, non, si, elle l'a reconnu. En tout cas, elle La revient dessus dans son résolution programme. CR 0412, les internautes. Vous savez, avec Internet, aujourd'hui, on peut vérifier très Mais il faut facilement. bien lire. Valérie C'est la gauche qui Pécresse fait a ça, c'est pas voté Valérie Pécresse. une réduction
réduction des transports pour les clandestins. Donc les clandestins, Mais c'est en l'inverse. payant les transports moins chers, remercieront. Mais Jordan Bardella, plutôt dites-nous ce que vous proposez. Remercieront Mais c'est Valérie l'inverse. Pécresse. Pourquoi vous mentez? Et C'est absolument faux. concernant. On a même proposé. Thierry Solaire, Monsieur Solaire, permettez-moi. Tout et n'importe quoi. Permettez-moi. Moi, je vous dis voudrais pas juste que vous terminer ma partez, phrase. je ne sais pas. Je vous ai pas Voilà. interrompu, il faudrait juste terminer ma phrase. D'accord. Je reviens sur le propos de Clémentine Autain qui m'amuse aussi beaucoup parce que quand on nous dit que le Front de gauche veut la gratuité pour la carte Navigo, je rappellerai tout de même qu'au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, les élus du Front de gauche ont voté pour la suppression de la subvention de 50% sur la carte imaginaire. Non mais c'est intéressant à rappeler. d'accord, mais Oui, c'est donc, juste- Donc il y a une je question, reviens- Jordan Bardella. C'est très les intéressant salariés à fichés rappeler. S, les salariés fichés S qui Est-ce travailleraient à la RATP. Je pense Qu'est-ce que vous qu'aujourd'hui, il proposez faut réaliser un audit sur chaque salarié de la RATP. Valérie de Saint-Just l'a proposé dans un communiqué de presse très récemment. La question, cette question de la radicalisation à la RATP est extrêmement grave. Je pense qu'il faut pouvoir mettre en place une charte de laïcité à l'intérieur de la RATP. Qui existe déjà. Qui existe déjà, mais qui n'est pas appliquée. c'est pas les Et chartes parce qui que, règlent les problèmes. encore une fois, la RATP, pendant de nombreuses années, a eu une politique communautariste, qu'elle a recruté dans les quartiers ce qu'on a appelé des grands frères pour pouvoir assurer la sécurité de ses bus et de ses trajets dans la région. Je pense que donc aujourd'hui, il faut réaliser un audit sur l'ensemble des effectifs de la RATP. Et encore une fois, cette question du radicalisme à la RATP doit être prise au sérieux parce que ce sont des chauffeurs de bus. Est-ce que demain, les chauffeurs de bus pourront être armés et mettre en danger la sécurité des usagers? C'est une véritable On va pas question. armer tout le monde. Attendez, Un mot sur le non, il y a sujet. Monsieur Un Da mot- Silva après. Un tout petit mot sur ce non, sujet-là. ce sera sur ce sujet-là Bon. que je vous interrogerai, mais Monsieur Da Silva est en retard, donc même question sur les salariés fichés S à la RATP, qui encore une fois, c'est pas 10 000 personnes, hein, c'est une, enfin, il y a eu l'exemple du terrorisme. Les mais- salariés fichés S en Voilà. général, qu'est-ce qu'on peut. Oui, bien sûr, il y a une question extrêmement importante. Vous savez que les personnes, les citoyens ou pas citoyens d'ailleurs, qui sont fichés S aujourd'hui, ne constituent pas réellement un fichier. Et que par ailleurs, il y a des questions tout simplement constitutionnelles, parce qu'évidemment, quand on est sur un plateau de télévision, on peut raconter tout et n'importe quoi. Et je crois que ce que les Françaises et les Français attendent de nous, c'est qu'on ait un débat extrêmement sérieux. Mais ils ont peur Et ils qu'éventuellement ont bien raison. un Et- conducteur de, et ils ont de bus raison, ou et ils ont de raison, métro et ils ont soit raison. radical. Il faut répondre à ces peurs. boulanger aussi, Il hein. faut répondre à ces peurs. Ça vaut pour ceux et celles qui transportent les gens, mais ça vaut évidemment pour chacun de ceux qui peuvent avoir une fiche S. Il faut faire évoluer ce fichier. Il va y avoir un débat sur une réforme constitutionnelle. Et d'ailleurs, je crois que toutes les formations politiques se disent prêtes au débat. Elles ne disent pas nécessairement qu'elles vont le voter, mais toutes les formations politiques disent qu'effectivement, il faut faire évoluer cela. Donc moi, je suis extrêmement serein. Ce débat doit avoir lieu dans les semaines qui viennent, puisque le président de la République a indiqué qu'il aura lieu avant la fin de la prolongation de l'état d'urgence. Une fois que ce débat aura lieu, il faut effectivement faire évoluer ce fichier, et notamment parce que vous savez qu'il y a des gradations dans ces fiches S. Parfois, il y a des gens qui sont fichés S et qui, honnêtement, ne présentent pas une menace immédiate. Et puis, il y a des gens qui sont fichés S avec des niveaux beaucoup plus importants. Eh bien, sur ces individus, et nous avons dit que nous étions prêts au débat, il faut aller parfois jusqu'à l'assignation à résidence. C'est d'ailleurs ce que nous faisons dans l'état d'urgence. Il faut à la fois parfois aller jusqu'au maintien à domicile avec signalement électronique. Il ne faut se priver d'aucune possibilité, mais nous avons dit une chose qui est très importante. Nous allons poser la question au Conseil d'État, car nous sommes un pays où liberté fait partie de notre triptyque et il faut y tenir et la défendre. Ce qui est regrettable, monsieur Juste- Bastila, c'est que vous attendiez- Vous avez Monsieur Thierry Solaire. Sur ce que vous venez de dire sur Valérie Pécresse et les clandestins, vous avez du mal lire sur Internet, c'est très bien Internet, parce Non, que la c'est reconnaît justement l'inverse. Valérie Pécresse s'est opposée à la gratuité pour les gens qui n'avaient pas de papier Et sur sur un les territoire salariés national. d'élection, après avoir voté pour pendant 4 ans. Jordan Absolument Bardella, pas. sur les Deuxièmement, salariés fichés S. sur les salariés fichés S. Qui encore une fois, c'est une poignée d'individus Bien à la RATP. Carlos Da Silva a raison de rappeler la graduation. Il faut éviter les amalgames dans ces sujets. Vous avez des gens sur ce fichier qui n'est pas suffisamment centralisé, qui ne sont pas là pour des menaces terroristes. Bon. Et clairement, Valérie Pécresse dit s'il y a quelqu'un en fichier S, il ne conduit pas de bus. Qu'est-ce qu'a demandé Valérie Pécresse? C'est qu'il puisse y avoir une communication auprès de la RATP et auprès de la SNCF, pour pas qu'on se retrouve avec des gens qui sont fichés S pour des sujets de radicalisation islamique et qui pourraient présenter une menace directe et qui sont suivis par nos services de renseignement. Que la RATP soit au courant. Il ne le sait pas. Mais pareil, il n'y a pas que la RATP et la SNCF. Moi, j'étais encore l'autre jour à la maison d'arrêt de Nanterre. Je veux dire, le directeur d'une prison, quand il reçoit un détenu qui vient de se faire interpeller pour un braquage à main armée, qui sera jugé plus tard et qui est détention provisoire, si par ailleurs il est fiché S radicalisé, le directeur de la prison ne le sait pas.
voyez, Donc partout, plus de transparence. non mais si on vous il faut comprend aussi. communiquer aux principales institutions en matière régionale, à la RATP et à la SNCF, et la demande qu'on fait, et ça, il n'y a pas besoin d'un grand débat pendant des mois, ça doit être fait en urgence. On ne peut pas tolérer qu'il y ait au sein de la RATP des conducteurs de bus, de métro, qui soient suivis pour des sujets de radicalité islamique. Et je précise que c'est un sujet plus large. Hein. Rien qu'hier, par exemple, il y a 57 personnes à l'aéroport de Roissy qui se sont vues aussi retirer une accréditation Bien sûr, pareil pour dans ce les même genre de aéroports, sujet. pareil Je pour vous tous les propose grands maintenant de passer vraiment à ce qui est des compétences de la région. Les gens qui nous regardent, quand on les interroge sur ce qu'ils attendent de cette élection, ils répondent évidemment l'emploi, la lutte contre le chômage parmi les premières préoccupations. Daïk, ça tombe bien, c'est la compétence là pour le coup de la région. Ah, c'est même historique, ça a été renforcé par la loi NOTRe, hein, la nouvelle loi sur l'organisation des territoires. Je cite, le Conseil régional est le seul compétent pour définir les régimes d'aide et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises de la région. La région anime aussi les pôles de compétitivité. C'est donc une compétence très importante, mais qui n'est pas forcément visible, parce qu'il y a un effet de saupoudrage. Ça peut aller à quelques milliers d'euros pour une mission locale et à plusieurs centaines de milliers d'euros pour une entreprise. Donc la région est une sorte de carnet de chèques géant, mais cela suffit-il pour définir une ligne politique? Et puis évidemment, elle n'est pas le seul acteur. Elle prend sa part, néanmoins, dans le combat pour l'emploi, notamment via ces deux compétences en matière d'apprentissage ou de formation. Alors comment voyez-vous cette part? Doit-elle être plus importante ou mieux ciblée pour être plus efficace? On en discute avec vous. Mais juste avant, eh bien, un chiffre, on l'a tous appris jeudi soir, une des plus importantes hausses depuis des années du chômage, et la région n'échappe pas à la règle. 0,8% de demandeurs d'emploi en catégorie A supplémentaires inscrits à Pôle emploi. Et parmi les catégories les plus touchées, les plus de 50 ans. Alors comment est-ce qu'on les aide? Eh bien, un exemple concret tout de suite avec cette association. À 50 ans, Sandrine est cadre dans l'industrie. Un CV riche, beaucoup d'expérience, mais depuis 8 mois, elle cherche un emploi. Même si je refuse l'âge, quand j'entends parler les gens autour de moi, l'âge est un problème pour aller chercher de l'emploi. Voilà, j'aimerais bien que ça soit autrement, mais ça ne l'est pas. Pour se donner toutes les chances, l'association Agir lui propose un suivi personnalisé, unique. Pendant 4 mois, une fois par semaine, Sandrine est coachée par 2 bénévoles. Force de proposition, si vous m'avez dit, Bernard. Des retraités qui vont l'aider à transformer son âge en un atout, une force. Ils ont beaucoup d'atouts, mais ils ne le savent pas, ou ils ne savent pas l'organiser. Et donc, ils font pas mal de temps pour leur faire prendre conscience que ces atouts, puis les revoir et les comprendre, parce que nous également, on doit comprendre le senior, on doit rentrer dans une partie de son intimité, si vous voulez. Et comme ce sont des gens riches avec pas mal d'expérience, ça prend du temps. On parle de vous, de ce que vous voulez vendre, enfin ce que vous voulez mettre en avant. On vous parle de l'avenir, alors que Pôle emploi, la personne qui me suit très bien, hein, mais je l'ai vue 1 heure. Je suis inscrite depuis le mois d'avril. Je l'ai vue pour la première fois fin août. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais le revoir. Une méthode de coaching qui a marché pour Valérie. Après un entretien d'embauche convaincant, cette employée dans l'industrie a retrouvé un poste en intérim dans le secteur du service. Elle devrait signer un CDI en janvier. Ça permet de réexister socialement, de se sentir bien, de se sentir utile aux autres, d'être fier de soi-même. On traite à peu près une quinzaine de personnes, on accompagne une quinzaine de personnes par an. Et, le taux de retour à l'emploi est de 50%. Reste que la France est encore à la traîne dans l'emploi des seniors. Seulement 4 seniors sur 10 ont un travail en France contre 6 sur 10 en Angleterre. Voilà, le nombre de ceux de 50 ans inscrits à Pôle emploi augmente de 0,8% lui aussi, 9,3% sur un an. Jordan Bardella, comment concrètement la région peut lutter contre le chômage? Alors vous l'avez dit, la région est renforcée dans ses prérogatives économiques, notamment avec la loi NOTRe. Nous, on a deux leviers d'action, je dirais à la fois sur l'action économique, l'aide aux entreprises, et sur la formation. Sur l'aide économique d'ailleurs, nous avons proposé aujourd'hui, avec Valérie de Saint-Just, candidat à la présidence de la région, la mise en place d'une BPR et une banque publique régionale d'investissement qui aurait pour but d'aider les entreprises en Ile-de-France. Je dirais que les TPE, les PME et les PMI, les artisans de manière générale, doivent être la priorité, seront pour nous la priorité. Ça existe déjà. Les petites entreprises, exactement. Elle existe déjà, cette structure de banque. Alors, c'est des structures, c'est plusieurs dispositifs que l'on juge, nous, inefficaces, parce qu'effectivement, c'est un dispositif, encore une fois, qui est complexe, qui est multiplié, et nous voulons fusionner ces différents dispositifs pour mettre en place une BPRI qui aurait aussi des volets de reprise d'entreprise pour 1 euro symbolique.
je dirais que la région doit accompagner. Aujourd'hui, on cherche vraiment ce rôle stratège de la région. Et puis sur la formation professionnelle, alors moi je suis élu je suis candidat dans un département qui est le département le plus jeune de France, donc je suis très attaché à la Seine-Saint-Denis, je suis très attaché à cette question du chômage des jeunes et notamment à cette question de l'apprentissage. Nous voulons confier, je vous donne une mesure très concrète, la gestion des stages et la recherche des stages à la Chambre des métiers, ce qui ne constituerait plus un casse-tête parce qu'aujourd'hui le véritable problème c'est que rechercher un stage pour un jeune c'est devenu un casse-tête. Eh bien nous souhaiterions que la région, via la Chambre des métiers, puisse se charger directement de trouver un stage aux jeunes. Clémentine Autain, est-ce qu'il faut multiplier les aides ou mieux les cibler? Pareil pour l'apprentissage, est-ce qu'il vaut mieux cibler les métiers par exemple? Les métiers qui sont consacrés à l'apprentissage, parce qu'il faut aller vers les métiers qui embauchent? Bien sûr qu'il faut aller vers les métiers qui embauchent. Je voudrais juste faire remarquer que le gouvernement a pris une mesure qui s'appelle le CICE, qui fait que 40 milliards d'euros ont été donnés aux grandes entreprises, des grandes entreprises qui font des bénéfices, qui reversent des dividendes aux actionnaires, et qu'on se retrouve avec un taux de chômage qui est record. Donc je voudrais juste faire il ne faut signaler. pas que la région fasse la même chose. Il faut que la région ait une politique stratégique qui permette de développer l'emploi. Nous avons à la fois un surchômage, et je vous signale quand même que ces 20 dernières années, la création d'emplois a été de 33% plus lente en Ile-de-France qu'à l'échelle nationale. Donc il faut avoir une stratégie. Il faut critériser les aides. Vous avez 230 millions d'euros qui sont donnés par la région, justement pour aider à la création. Il faut les critériser, de telle sorte que ça produise de l'emploi. Il faut investir. Quand je vous parlais tout à l'heure des 10 000 emplois pour le domaine des transports, c'est un engagement très concret pour créer de l'emploi. Mais nous proposons également de doubler l'emploi dans les secteurs de l'animation culturelle, par exemple. Donc c'est un investissement parce que nous avons embauché des personnes qui mènent un travail. Vous étiez bien content de trouver, par exemple, des personnels dans les hôpitaux au lendemain des attentats. Et vous savez que 2 jours après, ce qui s'est passé, 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la PHP discutait d'un plan de restructuration. Eh bien, ce que je veux dire, il y a une partie, bien sûr qu'il y a des fonds régionaux qui sont dispatchés ici et là. Ils ne sont pas des salariés de la région comme peuvent l'être des fonctionnaires. Je veux juste dire que cette idée qu'on arrête d'embaucher des fonctionnaires, les emplois utiles, ce n'est pas que des fonctionnaires. 170 000 emplois sont nécessaires pour répondre à la demande de construction et de rénovation de logements en Ile-de-France. Vous savez qu'il y a 188 000 ça ne suppose pas cela. Depuis le mandat actuel régional de la gauche, majorité à laquelle vous appartenez. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il ne me semble pas que nous soyons majoritaires. Vous avez remarqué que nous n'étions pas majoritaires dans la région. Je vous co-gérerai avec les socialistes. Vous aurez remarqué cela. Et que nous contestons la politique du Parti socialiste. Ce n'est pas un scoop que je suis en train de vous livrer. Vous gérez ensemble, mais vous n'êtes pas d'accord au moment des élections, mais vous vous remettez d'accord le lendemain. Nous avons un désaccord stratégique sur les politiques de l'emploi et contrairement à vous, nous estimons que l'emploi de nature publique, qui ne veut pas dire que des emplois de fonctionnaires, quand je vous dis doublons les emplois dans l'animation socio-culturelle, ça ne suppose pas que ce soit tous des fonctionnaires. Vous prenez beaucoup d'avance quand on parle, vous ne pourrez pas continuer à parler. Carlos da Silva, quelles sont les propositions de Claude Barthelone en matière d'aide aux entreprises? Est-ce qu'elle les conditionne aussi contre le chômage, globalement. Oui, puisque le sujet, au fond, d'abord, c'est de dire les choses parce qu'il faut aussi être honnête avec la région Île-de-France. La région Île-de-France, c'est moins de 20% des Françaises et des Français, et c'est plus de 30% du PIB. Il faut le rappeler, parce qu'on a toujours l'impression dans ces débats que la région Île-de-France, elle est au bord du gouffre. Non, elle a des difficultés. Elle est puissante, mais on ne sait pas si elle n'est pas en déclin. Voilà, elle est puissante, c'est une des plus puissantes d'Europe, une des plus puissantes du monde, pas seulement le budget de la région, mais l'énergie que mettent les entrepreneurs. Donc évidemment que les choses sont complexes, parce que moi je prends mon territoire, le boucher qui est au bout de ma rue, Génopole qui est dans ma circonscription, ou le centre hospitalier sud-francilien qui vient de contractualiser avec la PHP, c'est évidemment des sujets totalement différents et il faut que les aides, elles soient évidemment critériser. Elles le sont déjà, ne disons pas de bêtises, elles le sont déjà. Par contre, évidemment, il y a des efforts à faire. Je pense à la question de la transition énergétique de laquelle nous devrions discuter. Il faut qu'aujourd'hui, les emplois que nous aidions à créer soient des emplois durables. Il faut favoriser le rapport entre la recherche publique et la création d'emplois marchands. Moi, je prends l'exemple toujours du Génopole chez moi. Sans la puissance publique, sans la région, sans le département, sans la commune, tout ça ne met beaucoup d'argent, c'est 5 millions d'euros. Mais ça n'a rien à voir avec ce que ça apporte en brevets, avec ce que ça apporte évidemment en soins possibles pour les Françaises et les Français. Et donc nous, ce que nous voulons, c'est évidemment que l'apprentissage,
que la formation aille d'abord à ceux qui en ont besoin. Pour ça, il faut s'appuyer sur des réussites locales. Moi, je vous invite toutes et tous à visiter la faculté des métiers dans ma circonscription, qui est un des plus bels exemples français de ce qu'on peut faire à la fois dans des métiers extrêmement concrets, boulanger, pâtissier, et en même temps qui est capable de valoriser ces métiers de façon extraordinaire. Thierry Solaire, il y a un récent sondage que 79% des chefs d'entreprise souhaitaient que la région s'investisse plus dans l'activité économique. Comment vous réagissez à ça? C'est bizarre parce qu'on se dit les patrons ils sont libéraux, ils disent ils veulent moins d'État, mais moins d'État, et en même temps ils veulent le soutien de la région. Bon, la région c'est 5 milliards de budget. La moitié fonctionnement, la moitié Oui, investissement. avec une vraie baisse des dépenses d'investissement et une vraie explosion des dépenses de fonctionnement et de la dette. Donc vous voyez l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait investir notamment dans les transports en commun. Qu'est-ce qui fait qu'un territoire est attractif ? C'est notamment son réseau de transport en commun. C'est est-ce que vous avez généralisé ou pas le très haut débit sur la région. Tout ça est en retard d'une manière inouïe. La région Île-de-France est un pôle d'activité économique majeur au niveau européen. Mais le conseil régional n'est absolument pas à la hauteur parce qu'il n'a pas de priorité. Alors la première priorité de la région, c'est clairement l'emploi. Aujourd'hui, et puis l'information professionnelle. Mais non, mais la sécurité, c'est la compétence transversale. Non, la sécurité. Vous êtes d'accord là-dessus, vous avez tous dit que la sécurité c'était c'est pas transversal à important. tout. Il dit que c'est pas important. Bah La oui, c'est sécurité, normal. c'est transversal sur tous les sujets, mais la compétence régalienne, à part les transports, c'est clairement l'emploi. Nous, on fait une proposition très concrète. Quand on regarde l'ensemble des subventions qui sont versées, ce qui doit faire hurler Clémentine Autain, même si elle fait partie de cette majorité, à des entreprises, et qu'on voit qu'il n'y a aucun rendu pour nos jeunes. Qu'est-ce que demande Valérie? Oui, non, mais vos amis. Qu'est-ce que demande Valérie Pécresse? À quoi elle s'engage? Elle s'engage à ce que tous les jeunes d'Île-de-France qui cherchent un stage, on sait tous aujourd'hui que le stage c'est la porte d'entrée dans l'emploi. Il n'y a pas de CDD ou de CDI possible dans une boîte si vous n'avez pas démarré par un stage. Eh ben, on ne donnera plus de subventions régionales à des structures sans que ces structures s'engagent à accueillir des jeunes franciliens en stage. Ça, c'est majeur. rémunéré? Bien sûr, oui, dans quelles conditions de stage? Dans les conditions de stage français. Dans le monde de bisounours. Non, mais le monde de bisounours, c'est la réalité dans laquelle on vit. Aujourd'hui, plus de 80% des gens en France ne sont embauchés qu'en CDD. Et les stages, si vos parents n'ont pas de relation, vous n'arrivez pas à en avoir. C'est ça la vérité. Donc vous dites que vous voulez lutter contre les inégalités. Ça fait 17 ans que vous luttez contre les inégalités. Ça fait 17 ans qu'elles augmentent au niveau de la région Île-de-France. Nous, ce qu'on veut faire, c'est lutter efficacement et notamment permettre à tous ces gamins qui n'ont pas de capacité de trouver un stage eux-mêmes. Concrètement, je ne vois pas Valérie Pécresse qui doit gérer le transport. Regardez le dossier de Nabil qui habite au Blanc-Ménil pour lui trouver un stage. Je vais vous dire très concrètement, la région Île-de-France, elle donne des subventions à de très nombreuses entreprises et organismes. Et bien, on contractualise 230 000. On contractualisera avec l'ensemble de ces structures aucune subvention sans l'accueil de jeunes franciliens en stage. Et donc, c'est 100 000 stages qui seront créés pour permettre à nos gamins. Vous savez, attention au temps de parole, parce que... Mais bien sûr, ça va mettre le pied à l'étrier. Ça va mettre le pied à l'étrier dans l'emploi. Et c'est ça qui Parmi les compétences... C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et l'entreprise, elle crée l'emploi quand elle peut en créer. Attention, Clémentine Autain, honnêtement, vous dépassez le temps de parole. Attention à vous, vous ne pourrez plus parler. C'est vraiment pour ça que je vous dis ça. Jordan Bardella, vous êtes jeune, il y a l'apprentissage aussi qui est une compétence de la région. Il est en baisse là depuis 2012. Alors, on nous dit que ça remonte légèrement, mais est-ce que, par exemple, ça c'est quelque chose que vous soutenez aussi? Oui, bien sûr, et je pense qu'aujourd'hui, un grand nombre des emplois qui sont aujourd'hui vacants sur la région Île-de-France touchent au service. Ce sont des métiers à très forte pénibilité qu'on appelle métiers en tension, notamment dans l'entretien, etc. Et je pense que la région doit garantir par une convention un emploi à ces jeunes à la fin d'un stage qui accepteraient justement d'être formés sur des métiers dits en tension, sur des métiers à forte pénibilité. Je pense que c'est une solution notamment qui va dans le sens de l'emploi, notamment dans les quartiers sensibles. Je reviens juste quelques secondes sur l'aide aux entreprises. Aujourd'hui, le budget de la région Île-de-France consacré à l'activité économique est de l'ordre de entre 4,5 et 5%, ce qui m'apparaît aujourd'hui dérisoire quand on sait que près de 12% du budget de la région est utilisé pour des subventions. Alors des subventions en tout genre, on finance des projets à l'étranger, des stades de foot, des lieux de détente à Madagascar, des pistes de vélo à Santiago du Chili. Pardon ? On continue de financer les plannings familiaux. Bien sûr. Vous évoquez sans doute le positionnement de Marion Maréchal Le Pen, qui est un positionnement, encore une fois, personnel. Non, mais c'est juste de le préciser, si jamais vous arrivez au pouvoir, nous ne toucherons pas en Île-de-France. En Île-de-France, si nous arrivons à la tête de la région, nous ne toucherons pas au budget du planning familial. Marion Maréchal Le Pen a évoqué un positionnement personnel qui est tout à fait dans son droit. Et puis je pense qu'il faut aussi favoriser l'économie locale. Nous voulons, alors l'Union européenne interdit de faire du patriotisme économique, interdit de favoriser
favoriser nos entreprises dans l'attribution des marchés publics au détriment des entreprises en général, mais je pense que nous pouvons recourir à ce type de procédé sur des critères notamment sociaux ou environnementaux. Ça permet de dynamiser l'économie locale. Je pense par exemple au lycée où nous avons une obligation de manger français et de recourir à des producteurs et des agriculteurs locaux et notamment franciliens. Merci. Pardon. Dernière question sur ce thème, et après on passe peut-être à la COP21, mais juste Monsieur Da Silva, la région... J'attendais une réponse, c'est pour ça que... La région finance des formations aussi, mais le problème des formations, c'est pas si c'est efficace. Est-ce qu'il y a un retour vraiment? Est-ce qu'il y a une étude des dossiers pour l'argent que vous donnez Non, mais bien sûr, il y a une étude des dossiers, mais évidemment, quand on sait que c'est en général celles et ceux de nos concitoyens qui sont déjà les plus formés, qui ont accès aux formations, il faut évidemment remettre totalement cela à plat. Mais là aussi, faisons attention, ne généralisons pas. Il y a en Ile-de-France des structures qui font parfaitement leur travail et il faut les aider pour qu'elles rayonnent. Mais moi, je voulais juste, parce que je n'ai pas suffisamment parlé des entreprises, et M. Soler a raison d'y insister, nous avons une mesure qui me paraît extrêmement importante. Quand je dis que l'Ile-de-France, elle est dynamique, c'est parce qu'il y a des gens qui, au quotidien, veulent créer des entreprises. De quoi elles ont besoin en général? D'un endroit qui les accueille. Et c'est là que la puissance publique, elle est utile. Et donc, nous mettrons en place des maisons spécifiques, des pépinières d'entreprises qui permettent, qui aident à faire le premier pas. Parce que un des moyens pour créer de la richesse, c'est que celles et ceux qui en ont l'énergie, qui en ont l'envie, qui ont l'idée, soient accompagnés au démarrage. Et il n'y a rien de plus beau que de créer évidemment son entreprise. Alors il nous reste 3 minutes d'émission et il y a un thème important aussi qui fait partie de notre quotidien maintenant et à plus long terme, c'est ce dont on va discuter à partir de demain à la COP21, limiter le réchauffement climatique. Ça aura forcément des impacts. Je ne sais pas qui est-ce qui est en retard. Monsieur Bardella, avec vous, comment est-ce que concrètement la région peut essayer d'accompagner cette lutte contre le réchauffement climatique? Sachez qu'on a très peu de temps. Je pense effectivement que la région doit investir massivement sur la transition énergétique. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup au Front National. Moi, j'ai le plaisir d'avoir sur ma liste de Seine-Saint-Denis Philippe Murer, qui est un spécialiste de la transition énergétique et avec qui nous travaillons beaucoup. Nous avons tout un spectre de propositions. Je vous donne 2 exemples. Investir massivement dans les transports fluviaux, qui est une occasion quand même intéressante en Ile-de-France du fait de la spécificité géographique de la région. Et puis, je vous donne un autre exemple, développer les filtres à particules que la région pourrait effectivement financer. Des filtres à particules, où ça? Des filtres à particules, oui, sur les voitures. D'accord. Sur les voitures. Et c'est obligatoire maintenant, les filtres à particules? C'est obligatoire, mais ce n'est pas généralisé. Voilà, il y a l'idée du financement derrière que nous posons et dans laquelle nous souhaiterions investir. Monsieur Da Silva, très vite aussi, s'il vous plaît. C'est d'abord une immense fierté d'accueillir le monde entier sur ces sujets. Et évidemment, dans ce moment extrêmement douloureux pour la France, je dirais que notre capacité à être entendu est beaucoup plus importante. La région, quel est son rôle? Il est simple. Pour moi, le premier rôle de la région Île-de-France, c'est d'accélérer sur les transports en commun, puisque plus les transports en commun seront de qualité, plus ils seront à l'heure, plus ils seront sûrs, et pas sécures, car c'est un mot qui n'existe pas en langue française, Monsieur Soler, et plus ils seront sûrs, et plus nos concitoyennes et nos concitoyens les prendront, et plus, évidemment, ils limiteront les déplacements qui produisent des gaz à effet de serre. Clémentine Autain, vos propositions avec peut-être un aspect aussi santé publique qui sont liées à la pollution, même si on ne va pas discuter de la pollution dans le cadre de la COP21, mais on discute de l'activité économique et qui engendre de la pollution. En 45 secondes, je suis embêtant, mais c'est mon rôle. D'accord. La COP21 est un événement très important et je regrette que l'état d'urgence empêche la mobilisation citoyenne et sociale de s'exprimer parce que ce qui se joue est considérable. Il faut changer de modèle de développement. Il faut le dire clairement. Il faut en effet développer les transports publics. Il faut limiter le recours à la voiture. Et c'est pas simple. Il faut toucher au diesel. Il faut une taxe sur les poids lourds. Il faut toute une politique qui permette aussi de rapprocher le lieu de travail du lieu d'habitation. Bref, c'est une logique d'aménagement au sens général qu'il faut mettre en œuvre et c'est la puissance publique qui doit agir parce que ce n'est pas simplement un geste plus un geste, même si c'est important, c'est une logique politique différente qui doit être aux manettes. Thierry Soler. Bon, la COP21, c'est un grand événement qui va se transformer aussi en rassemblement de tous les chefs d'État sur la lutte antiterroriste, sur les sujets liés à l'environnement. Nous, la région, on peut agir concrètement parce que la priorité régalienne de la région, c'est les transports en commun, en accélérant le développement des transports en commun. Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait lancé le projet du Grand Paris. Ce projet prend du retard. Il faut que la région mette le paquet sur le sujet. Elle ne le fera pas, la région, si elle continue à faire ce qu'elle fait avec les socialistes depuis 17 ans, c'est-à-dire d'éparpiller de l'argent partout, en donnant des subventions dans tous les sens,
pour lutter contre les inégalités. Les inégalités, elles n'ont jamais été aussi importantes en Ile-de-France. La gauche, elle est au pouvoir au niveau national, elle est au pouvoir à la région. C'est la double peine, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser derrière Valérie Pécresse dimanche prochain. Et ben, ce débat il se poursuivra mercredi soir avec 22h50 sur notre antenne. Oui, avec les têtes de liste, les candidats chefs de file. Et je tenais juste à remercier nos invités ce matin pour un débat qui me semble a été de qualité et surtout digne, où chacun s'est écouté. Et je trouve que c'est bien dans cette période. Voilà, donc rendez-vous mercredi soir. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces élections régionales, la date, je le rappelle, 6 et 13 décembre. Dans un instant, la suite du 12-13. Et puis, il nous reste à vous remercier d'avoir participé. Merci également, Daïk. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée. France 3. France 3 Paris Île-de-France, partenaire de Stomp. Avec déjà plus de 15 millions de spectateurs dans le monde, retrouvez Stomp du 26 janvier au 7 février 2016 au Casino de Paris. Vous êtes bien sur France 3 Paris Île-de-France. Et voici que Marly vous est contée. C'est l'histoire d'un pavillon royal et de ses jardins, d'un lieu festif et familial, grandiose et intime, entièrement dévolu au plaisir, créé sur la demande de Louis XIV. Y être invité relevait du privilège suprême. Grâce aux efforts conjoints de l'archéologie et de la photomodélisation, le pavillon des plaisirs renaît sous vos yeux. Marly, le château disparu du Roi Soleil, aujourd'hui à 15h25 sur France 3 Paris Île-de-France. Et si nous allions nous balader à Bagnols-de-l'Orne en Basse-Normandie, commune fondée autour d'un lac et d'une grande forêt domaniale? Nous pourrions y cueillir des champignons, c'est la saison, nous vivifier dans ces eaux thermales et légendaires et puis planer avec plus ou moins d'appréhension, n'est-ce pas Manu? Charlie, j'ai le visuel. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Histoire de se balader à Bagnols-de-l'Orne avec Emmanuel Maubert, c'est aujourd'hui à 16h15 sur France 3 Paris Île-de-France. Appel urgent? Votre vessie vous harcèle. Parlez-en à votre médecin, il a des solutions. Vessie hyperactive, j'en parle à mon médecin.